région parce qu'ils payent plus d'argent ou d'aller en France, etc. Et je pense que tous les 14 lycées doivent avoir une stratégie en place pour impliquer les entreprises, les corps de métiers, les chambres de métiers également, les artisans locaux, pour pouvoir vraiment faire de ces lycées-là, pas des lycées complètement isolés du monde de l'entreprise, comme c'est la plupart de nos entreprises-là, de nos lycées, ou même de l'université. Il faut vraiment rapprocher l'entreprise de l'université. Il faut rapprocher l'entreprise de l'école. Et c'est ce système-là qui est le plus performant en réalité. Parce que l'école doit former pour la société, doit former pour l'entreprise. Donc la meilleure façon d'éviter ce problème, c'est faire une étude sérieuse d'abord sur les besoins de notre pays à court, moyen et long terme. Et sur cette base, faire des orientations en fonction de ces besoins. Et c'est ce système-là qui permet de résoudre, d'éviter justement le chômage dans notre pays. Sandiara semble être une sorte de lycée pilote par rapport à cette nouvelle approche. Mais les autres régions du pays, il y a beaucoup de jeunes aussi qui aspirent peut-être à aller se faire former, à avoir la même formation que ceux-là qui sont à Sandiara pour l'avoir. Comment vous allez faire pour justement que le jeune de Ziguinchor, le jeune de Kolda puissent aussi avoir accès à cette formation? Voilà, j'étais juste en discussion avec le ministre de la formation professionnelle. Dans le plan, en fait, il y a 6 lycées déjà qui sont prévus dans le cadre de cette formation professionnelle dans les 2 ans qui suivent. Mais l'objectif, c'est d'arriver à 14 lycées. Il faut que chaque région de ce pays ait le même type de lycée professionnel pour que le jeune de Matam puisse aussi aller dans son lycée agricole. Le jeune de Kédougou, avec cette région qui a un potentiel plutôt minier, puisse aussi aller faire des études, peut-être pas dans des domaines... C'est-à-dire vous mettez le lycée en fonction des potentialités de chaque région, c'est ça? C'est exactement ça. C'est chaque pôle économique tel que c'est défini dans le programme du président doit avoir son propre lycée pour répondre justement aux besoins de l'agriculture, aux besoins de l'industrie, aux besoins du secteur tertiaire. C'est comme ça en fait que ces lycées sont conçus. Mais la principale difficulté, c'est s'assurer que ces lycées s'intègrent dans le tissu économique, dans le tissu du secteur privé, et aussi que les populations elles-mêmes qui bénéficient de ces écoles-là soient largement impliquées dans leur fonctionnement. Il ne faut pas que ce soit des lycées juste du ministère de la formation professionnelle. C'est vraiment des projets où les parents d'élèves, les agriculteurs, les industriels, etc., doivent être impliqués dès le départ pour que ça puisse réussir. En tout cas, c'est ça, nous, notre... Vous parlez de binôme entreprise-lycée dans le cadre de la formation et du travail. C'est vrai que Dakar concentre beaucoup d'industries. Mour, il y a un certain nombre d'industries hôtelières qui sont sur place, mais dans les autres régions, c'est le désert. Si un lycée est mis en place, forme les gens, alors qu'ils n'ont pas où travailler, c'est un souci. Non, vous avez tout à fait raison. C'est là où il faut se dire quelle est la priorité. Je pense que dans notre pays, comme l'a dit le président, l'agriculture, c'est le secteur prioritaire. L'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, la pisciculture ou la pêche, c'est des secteurs absolument prioritaires. Or, je ne connais pas de région du Sénégal où ces secteurs ne sont pas pertinents en termes d'investissement. C'est pour ça qu'il faut peut-être encourager les investisseurs agricoles à aller vers ces régions-là, à s'installer dès à présent. Il faudrait qu'on ait des industries agroalimentaires qui s'installent dans les ferlos pour transformer le lait. Il faudrait qu'on ait des fermes modernes de production animale dans ces régions. Je pense que tout cela va de pair. Vous parlez de binôme, enseignement et formation professionnelle, mais surtout être dans une école et pouvoir travailler dans l'entreprise. Et les régions du Sénégal, on a vu que pratiquement 95% des industries sont installées dans les grandes villes à Dakar. Si vous allez dans les régions telles que la région de Matam, Bakel ou bien Ziguinchor, il y a peu d'industries. Comment vous allez résoudre cette question? Je pense que c'est très pertinent. Vous savez, notre pays a besoin d'avoir une agriculture intensive qui va changer ses campagnes, comme vous le dites. Nous avons en effet très peu d'industries à l'intérieur du pays. Mais peut-être c'est l'occasion, justement dans le cadre de la nouvelle politique agricole, cette révolution verte dont parle le président Macky Sall, de pousser, d'inciter les investisseurs étrangers, nationaux, la diaspora, à aller investir justement dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'aquaculture, de la pisciculture, mais aussi dans le domaine des industries extractives, les engrais, parce qu'on en a aussi besoin.
c'est peut-être l'occasion de pousser ces entreprises à aller installer des usines de montage, de tracteurs, de mini-tracteurs, ainsi de suite, à l'intérieur du pays. Et je pense que cette activité doit se faire maintenant. Dans le cadre d'ailleurs du fonds que le gouvernement va mettre en place, qui est le fonds GIP, il y aura beaucoup de possibilités de financement pour inciter les entreprises sénégalaises ou les entrepreneurs à aller s'installer dans ces zones-là. Pourquoi c'est important? Je reste convaincu qu'il faut 4 axes pour que notre pays puisse atteindre cette autosuffisance, puisqu'on parle d'agriculture. Quels sont ces 4 axes sur lesquels le gouvernement doit travailler? Oui, je pense que pour faire cette révolution agricole, à mon avis, il faudrait 4 axes. Le premier, c'est l'agriculture. Comment augmenter la productivité agricole? Comment s'assurer que nos agriculteurs puissent travailler 12 mois sur 12, pas seulement pendant la période hivernale. Ça pose la question de l'irrigation, des cultures sous serre, ainsi de suite. Mais ça pose aussi la question de l'amont. Les intrants, il faudrait que les engrais soient fabriqués localement, disponibles, subventionnés, les semences de très haute qualité, la mécanisation, il nous faudrait des tracteurs. Voyez-vous, tous les facteurs de production doivent être mis à disposition pour réussir cette révolution agricole. Le deuxième axe, c'est l'agroalimentaire. Voyez, Samba, si vous me donnez 1 tonne d'arachide, je vous donne 500 litres d'huile et 500 kg de tourteau. La valeur, c'est 700 000 francs. Voyez, sur une valeur ajoutée, sur un produit qui coûte 200 000 francs CFA, vous ajoutez une valeur de 700 000 francs. Voyez que l'agroalimentaire, c'est le meilleur moyen en fait d'augmenter la valeur ajoutée à ces produits alimentaires, à les rendre stables sur 12 mois ou 24 mois. C'est aussi une façon d'augmenter la productivité au niveau de ces zones-là. C'est aussi une façon de s'assurer que les emplois sont créés dans ces zones-là, où on va installer ces usines-là. Si vous voyez cette différence entre ces 200 000 et ces 550 000, c'est des emplois, c'est des salaires, des impôts pour l'État, c'est de la TVA également. Vous voyez, donc c'est une façon en réalité de créer de la richesse, d'ajouter de la valeur. Comme pour créer cette valeur-là, il y a l'agriculture, la productivité qui doit se faire, mais il y a surtout la transformation agroalimentaire. Imaginez-vous que dans un pays comme le Sénégal, dans les pays africains, 30 à 40% de la production est perdue. C'est les pertes post-récolte. Tout simplement parce que ce soit les insectes, des denrées stockées qui vont détruire ces récoltes, ces produits, ou bien c'est tout simplement, il n'y a pas de transformation, donc il y a pourrissement de fruits, ainsi de suite. Et vous voyez, c'est important que ce pilier agroalimentaire soit très très important. Il faudrait que dans toutes ces régions, à côté de ces lycées et dans ces régions-là, qu'on puisse aussi avoir... Mais le vrai débat est là. Aujourd'hui, quand on regarde bien le budget du Sénégal 2013, on regarde le budget du ministère de l'Agriculture, certes la volonté politique affichée, mais il y a peu d'argent pour l'agriculture au Sénégal. C'est ça le problème. Je pense qu'il y aura beaucoup d'argent pour l'agriculture. Voilà, je disais tout à l'heure que le président vient de créer ce qu'on appelle le fonds GIP. Le rôle du fonds GIP, ce sera justement de mettre en place un système de financement de l'agriculture au niveau national pour pousser les privés, mais aussi les agriculteurs à investir massivement dans l'agriculture. Et ce fonds, ce sera un fonds qui sera extrêmement important pour des financements innovants, pour permettre à tous ceux qui ont envie de retourner dans leur village, qui ont envie de créer une ferme agricole, d'avoir effectivement les moyens de le faire. Et je pense que cette politique doit être continuée pour les 10 prochaines années. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on réalise en une année ou deux. Il faut beaucoup plus de temps pour le faire. Donc vous voyez, c'est important que ces deux volets soient associés. Le troisième volet, c'est ce qu'on appelle la recherche et le développement. C'est vraiment important. Notre pays a jusqu'ici un système de recherche qui a été performant, mais les résultats ne sont pas forcément diffusés ou adoptés par les agriculteurs. Mais je dirais que dans le domaine de l'agriculture, de la biotechnologie et de l'agroalimentaire, il faut que tous ces systèmes de recherche soient intégrés, soient fusionnés pour qu'on ait un unique institut de recherche avec des moyens mutualisés qui permettent maintenant de prendre en charge de façon intégrée l'agroalimentaire et l'agriculture.
Parce que finalement, le besoin est le même, c'est le consommateur sénégalais. C'est 12 millions de Sénégalais qu'il faut nourrir. Et la simple production agroalimentaire, le riz paddy ne suffira pas à le faire, il faut le transformer. Mais pour moi, cette recherche et développement, elle est essentielle. Elle coûte de l'argent, mais c'est elle qui va nous permettre de développer les nouvelles races de vaches de demain, qui vont, au lieu de faire 2 litres par jour, vont faire 20, 30 litres par jour. C'est elles qui vont permettre de créer les nouvelles variétés de mil, de riz, les variétés d'arachide à haut rendement. Mais où trouver ces financements? Ah, mais justement, c'est toute la politique du gouvernement en matière agricole. À partir du moment où notre pays a pris comme stratégie de développer l'agriculture, il y a énormément d'argent, comme vous le savez, dans le monde pour financer ce type de politique. Il ne faut pas seulement compter sur l'aide bilatérale ou multilatérale, il faudrait aussi lever des fonds sur le marché, il faudrait penser à l'épargne nationale. Vous voyez, il y a plusieurs façons Mais je dirais qu'il faut le prendre plutôt comme des projets bancables. Tout cela, en fait, doit répondre à un besoin qui n'est pas l'autosuffisance alimentaire seulement, mais qui est la nécessité pour le Sénégal d'abord de s'autosuffire au niveau national, d'avoir un stock de sécurité nationale, mais surtout de pouvoir exporter des produits manufacturés, des produits alimentaires. Et à partir du moment où on fixe cette stratégie, alors les moyens, il faudrait les trouver sur le marché international, sur le marché national. Et ça, c'est les emprunts obligatoires, etc. Le problème, ce n'est pas ces emprunts obligatoires. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces emprunts pour qu'il y ait un impact justement sur notre balance commerciale. L'autre grand problème aussi, c'est qu'au Sénégal, vous savez bien, il y a un problème foncier qui se pose. Il y a une réforme du code foncier qui est mise en place avec ce qu'on appelle la commission de la réforme foncière. Vous savez bien que les paysans qui sont qui occupent certaines terres, c'est des terres ancestrales. Pour les occuper, il y a un gros problème. Comment les gens vont résoudre cette question-là pour que ces industries, justement dites agricoles, puissent s'installer? Là aussi, il va falloir beaucoup communiquer sur ces questions-là. Je pense que la réforme foncière est une nécessité dans notre pays, un peu partout d'ailleurs en Afrique. Le système ancien aujourd'hui ne peut plus correspondre ne correspond plus aux besoins du développement de notre agriculture. Pour moi, il faut réformer le système dans notre pays pour arriver à avoir 80% de la production qui soit faite dans des fermes familiales, les petites fermes agricoles, dont on va augmenter la productivité, qui doivent avoir accès aux intrants. Et il faudrait qu'ils soient groupés en coopératives. Vous voyez, les coopératives des années 60 et des années 70 ont joué un grand rôle dans la production arachidière de notre pays. Moi, je pense qu'il faut revenir à ces systèmes-là pour pouvoir mutualiser beaucoup de moyens et avoir un système puissant de financement de ces exploitations. Mais je suis convaincu aussi qu'il faut réserver 10 à 20% à l'industrie agricole, à ce que j'appelle l'agrobusiness. Il faut que dans notre pays aussi, si on va aller très vite dans la sécurité alimentaire et l'exportation de produits agricoles, permettre à ce que des Sénégalais, des nationaux ou des Sénégalais de la diaspora, des investisseurs étrangers puissent aussi avoir accès à cette terre-là, puissent la valoriser 12 mois sur 12 pour augmenter la production nationale agricole. Pour nous permettre vraiment de mettre notre pays à l'abri. Vous voyez, nos pays ne sont pas du tout en sécurité alimentaire. Donc qu'est-ce qui se passe si demain ces pays qui nous vendent notre consommation de riz décident de ne plus le faire ou subissent des phénomènes de sécheresse? Voyez. Donc je pense que la production du Sénégal devrait arriver à 3 millions de tonnes dans les 5 à 10 ans à venir. Et ça nous permettrait en fait de pouvoir avoir 2 millions de tonnes de paddy. Et j'ai déjà écrit dans des publications antérieures qu'il faudrait aménager 200 000 hectares dans notre pays en riz par exemple et faire une vulgarisation des rues pluviales qui n'ont pas besoin d'irrigation pour pouvoir atteindre cette production alimentaire et pouvoir même exporter du riz à l'étranger. Mais cela demande vraiment une politique hardie dans ce domaine-là. Mais ça demande aussi la qualité des sols dans nos pays, parce qu'aujourd'hui, il y a le MCA qui travaille dans la vallée du fleuve Sénégal en disant que les sols sont salinisés. Il faut une technologie pour justement rendre les sols beaucoup plus fertiles et accessibles. Non, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas seulement dans la vallée, nous avons aussi des sols acides dans le bassin arachidier. La cartographie des sols sénégalais montre qu'il y a une urgence à faire même des amendements phosphocalciques.
les sols étant acides, même l'utilisation d'engrais n'est même pas efficace parce que l'engrais n'est plus assimilé dans certaines conditions de pH. C'est pour ça que c'est important que tout cela soit pris en compte pour qu'on puisse vraiment avoir une politique nationale agricole, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien pour la petite et moyenne entreprise familiale, l'entreprise familiale agricole, que pour le secteur privé. Le quatrième, si vous le permettez, axe de ma réflexion, c'est en fait la formation agricole. Dans notre pays, nous avons les universités, les instituts de formation agricole, l'École nationale supérieure de l'agriculture, dont je suis moi-même un produit, l'École des cadres, les universités agricoles, ainsi de suite. Et là, le président vient de créer l'université de Sine Saloum. Il faudrait qu'en plus de ces instituts supérieurs d'agriculture, qu'on ait maintenant des lycées agricoles sur l'ensemble du territoire. C'est ça qui manque en fait, c'est le maillon qui manque à notre agriculture pour justement rendre l'agriculture privée beaucoup plus performante que cette agriculture familiale. Il ne faut pas avoir peur que le nombre d'agriculteurs puisse baisser à cause de ces réformes-là. Le nombre d'agriculteurs en France était très élevé au début des années 1900. Aujourd'hui, il est de 2 à 3% maximum. En Suisse, c'est moins de 2%. Par contre, ces 2% produisent suffisamment de nourriture pour les 50 millions ou 60 millions d'habitants de ces pays-là. Donc, ce n'est pas une question de nombre d'agriculteurs, c'est une question de productivité et de performance de l'agriculture. Si vous comparez à l'agriculture américaine, on a le même problème de performance. Donc, il faudrait que toutes ces politiques agricoles nationales de notre pays s'inspirent aussi de ces modèles-là. Le Brésil, l'Inde et le Mexique, à mes yeux, constituent d'excellents exemples. Voilà des pays comme l'Inde, par exemple, qui avaient des problèmes de famine dans les années 70. Ils ont commencé la révolution agricole dans les années 70, en s'appuyant sur ces 4 piliers, sur l'agriculture, la transformation agricole, sur la recherche pour avoir des nouvelles variétés hybrides, vous voyez, et aussi sur la formation professionnelle. Donc si on a une formation professionnelle agricole où on enseigne des techniques très modernes, du goutte à goutte, on enseigne le maniement des tracteurs, la fertilisation, vous voyez, toutes les sciences agricoles, mais pratiques, où on pratique aussi sur 10 hectares. Hein, c'est pour ça à Sandiara, vous savez, sur les 30 hectares du lycée, on a 10 hectares destinés uniquement aux zones d'application pratique. Vous voyez, c'est là où on pense faire la différence. Vous voyez donc ces 4 axes-là, agriculture, agroalimentaire, recherche et développement agricole et agroalimentaire, qui est zootechnique, etc. Et l'axe de la formation, pour moi, c'est ces 4 piliers qui sont importants pour cette révolution verte, pour ce que j'appelle cette révolution verte. Il ne faut pas qu'on ait seulement des réformes agricoles. Ce dont nos pays ont besoin, c'est une véritable révolution. Il faudrait dans les 10 prochaines années qu'on investisse beaucoup d'argent dans la formation professionnelle, dans les lycées agricoles, qu'on ait beaucoup d'argent dans la productivité agricole, c'est-à-dire les intrants, les engrais, la fabrication de tracteurs. Par exemple, on devait vraiment attirer les fabricants de tracteurs dans notre pays pour qu'ils puissent avoir des usines de montage de tracteurs, mais en même temps des usines de pièces détachées également. Parce que la sous-région, c'est 350 millions d'habitants, la CEDEAO. Ensuite, nous devons aussi avoir des usines de fabrication aussi de pesticides, parce qu'on en a aussi besoin, des usines de fabrication de systèmes d'irrigation, parce qu'on est un pays où on a beaucoup d'eau, mais on n'en profite pas. Il n'y a que 4% des surfaces dans notre pays qui sont irriguées. Donc vous voyez, c'est dommage que ces 90%, ces 96% de surface potentiellement irrigables restent pendant 9 mois inoccupées, voyez-vous. Mais l'inquiétude des paysans, des organisations paysannes, c'est de dire qu'aujourd'hui, que cette industrie dont vous parlez, l'agriculture, si elle vient être de tuer l'exploitation familiale, ils ont peur aujourd'hui qu'il y ait un accaparement de leur terre. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le projet de Afanaï, comment ça s'est passé, qui est obligé de s'installer à Ronre. Ça donne des inquiétudes à certains paysans. Vous avez tout à fait raison. Moi, je pense qu'il faut combiner à toute cette politique une grande politique de communication, une approche encore une fois participative. Je pense que si nous voulons que cette réforme réussisse, il faudrait que notre administration, après la territorialisation, la réforme de l'acte 3, que les gouverneurs, les préfets et toutes les autorités de ce pays puissent aller vers les paysans pour leur expliquer maintenant pourquoi on fait cela. Pourquoi on a besoin de l'agriculture privée performante? Pourquoi on a besoin de faire des écoles? Je pense que la plupart de ces conflits résultent
plus d'un manque de communication que d'un rejet des agriculteurs sénégalais par rapport à l'industrie. En réalité, les agriculteurs seraient très ouverts s'il y avait un partenariat gagnant-gagnant pour exploiter les terres. Il faudrait qu'en plus des emplois créés, qu'ils aient aussi quand même des dividendes quand ces sociétés seront créées dans leur région, parce que c'est quand même leur terre. Donc je pense que c'est cette approche de gagnant-gagnant, de créer de la valeur partagée justement dans ces régions-là, c'est ça qui pose problème. Donc toute la réflexion doit être menée avec la réforme foncière, comment on arrive à faire cohabiter l'agriculture familiale. Vous voyez, c'est ça le challenge, c'est comment on arrive à les faire cohabiter. Mais pour moi, encore une fois, notre expérience au niveau de Sandiara, c'est l'approche participative. Les populations se sentent toujours concernées si on vient vers eux pour leur expliquer ce qu'on veut faire. Mais pour que ce projet soit réussi, il faudrait que les privés aussi soient rassurés. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs sénégalais estiment qu'au Sénégal, l'entreprise sénégalaise n'est pas mise au cœur du développement du Sénégal. Et ils disent qu'aujourd'hui, les entreprises étrangères sont beaucoup plus favorisées que par rapport. Il n'y a pas de joint venture pour qu'ils puissent travailler, il n'y a pas de partenariat public-privé au Sénégal, il n'y a pas de préférence nationale en fait. Je pense qu'il faut à la fois rester très ouvert à l'entreprise internationale, mais il faut renforcer aussi le secteur privé national. Et je pense que le système de crédit, notre système bancaire national doit être sollicité pour assister beaucoup plus notre industrie nationale. Par contre, je pense qu'il faut un fonds beaucoup plus important de l'État. C'est le FONGIP encore une fois, qui pourrait assister, décider justement d'apporter une assistance financière très importante à ces entrepreneurs nationaux. À partir du moment où les projets sont bancables, à partir du moment où il y a une rentabilité financière, économique, qu'il n'y ait pas un impact négatif sur l'environnement, je pense que ces projets devraient faire l'objet d'un financement de la part justement de ces fonds, de l'État, et dans le court, moyen et long terme. Il ne faut pas seulement leur offrir ce financement-là, il faut aussi les accompagner sur le plan technique. Justement, les plaintes d'aujourd'hui, c'est qu'au Sénégal, le problème qui se pose, c'est que pour les entreprises, il y a 3 goulots d'étranglement. La fiscalité, le foncier, et ils disent aussi la fiscalité, le foncier et le financement. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, le Conseil présidentiel sur les investissements étrangers et les investissements de manière générale a montré effectivement toute une liste de facteurs limitants au développement de l'industrie nationale. Mais aussi, des dizaines de recommandations ont été faites sur lesquelles le gouvernement travaille pour s'assurer que toutes nos entreprises sénégalaises puissent bénéficier de conseils, puissent bénéficier de financements, puissent aussi avoir droit à certains avantages fiscaux, parce qu'il faut le faire. Vous voyez, dans le monde entier, Samba, pour développer son industrie nationale, il faut prendre des mesures incitatives d'ordre fiscal aussi. En Europe, l'agriculture est quand même subventionnée, n'est-ce pas? Aux États-Unis, c'est la même chose. Dans tous les pays avancés, nous avons une subvention de l'agriculture. Il y a une incitation fiscale à faire de l'agriculture ou à s'installer dans des zones éloignées. Donc dans notre pays, on devrait faire aussi des réformes fiscales dans ce sens pour faire en sorte que l'industriel qui s'installe à Fatick ou à Sandiara ou à Matam puisse bénéficier de mesures incitatives. Que l'industriel qui accueille des apprentis ou des jeunes issus de ces lycées agricoles puissent aussi bénéficier de mesures incitatives au niveau fiscal, des déductions fiscales. Que les gens qui décident d'investir dans des zones comme Kédougou puissent avoir non seulement des réductions fiscales, mais puissent aussi avoir un accompagnement de l'État au niveau financier, au niveau technique. Je pense que c'est toute cette logique que le président justement veut mettre en place, a déjà mis en place d'ailleurs dans ce programme du Yono Yokute, et qui demande un travail de longue haleine, qui demande une réflexion globale, mais surtout une action. La vision, elle est déjà là. Le problème, c'est que les Sénégalais disent pratiquement sur tous les sujets, on a réfléchi, il y a de très belles idées au Sénégal. Mais le gros souci, c'est la mise en œuvre, c'est l'action. On réfléchit, on parle dans les salons, mais quand il faut mettre ça en action, c'est là le goulot d'étranglement, c'est ça le problème. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de projets actuellement dans des domaines divers, du secteur primaire, de l'agriculture, de l'industrie. Souvent, ça reste à l'état de projet. Exactement. Mais je pense qu'on est dans la phase d'implémentation. Vous savez, un projet, il y a un cycle.
Et la phase d'étude, elle est importante. Si vous ne prenez pas le temps de réfléchir sur la rentabilité du projet, sur les composantes du projet, sur les objectifs, sur les résultats qui sont attendus, ce projet il risque de ne pas être performant à terme. Donc je pense qu'après 1 an et quelques mois, cette réflexion elle était importante à mener. Maintenant, à partir du moment où cette réflexion elle est menée, et qu'on a identifié les facteurs limitants, c'est-à-dire les financements, la fiscalité, alors il faut mettre en place maintenant des fonds, un système de financement performant qui puisse maintenant permettre de faire démarrer ces projets. Et le gouvernement, l'État est exactement dans cette... Mais comment gérer cette situation d'urgence? Tout est urgent dans ce pays. Au moment où on met en place les projets, les populations attendent des résultats. C'est ça, c'est pour ça que je pense que le fait de fixer des priorités dans certains domaines tels que l'agriculture, tels que l'énergie, tels que la formation professionnelle, les secteurs aussi tertiaires, le tourisme, je pense qu'il faut commencer, il faut fixer des priorités et se focaliser sur ces secteurs-là, amener l'essentiel de nos ressources vers ces secteurs. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut avoir un plan d'investissement dans ces domaines-là. Il faut décider que 80% de ces ressources seront mises dans ces secteurs qui peuvent créer de l'emploi d'abord, qui peuvent assurer notre souveraineté nationale au niveau alimentaire, qui puissent aussi permettre à nos secteurs industriels de se développer, à créer des entreprises et aussi qui puissent lever justement ces contraintes dont on a parlé. Par exemple, le secteur de l'énergie. Ça demande aujourd'hui aussi des ressources humaines formées pour le faire. Aujourd'hui, le Sénégal ne semble pas être à niveau pour justement appliquer ces projets dont vous parlez avec beaucoup de célérité. Moi, je pense que là, vous touchez un point important qui a fait l'objet qui a conduit à la réforme qui est actuellement en cours au niveau de l'université. Vous voyez, pendant le conseil de réforme de l'enseignement supérieur, on s'est rendu compte que 70% de nos étudiants sont dans des filières littéraires, économiques, etc. Alors qu'il n'y a que 30% dans les filières scientifiques, techniques, filières d'ingénieurs, de médecine, etc. C'est ça le problème, vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est qu'il faut absolument inverser cette tendance-là. On ne pourra pas développer ce pays, créer des milliers d'entreprises dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, si justement on n'a pas assez d'ingénieurs agronomes, on n'a pas assez de techniciens agricoles, on n'a pas assez de techniciens d'élevage. Et cette réforme de l'université, justement, va créer aussi, en dehors des universités qui seront créées dans les différentes régions, mais aussi des instituts d'enseignement professionnel. Et ça, c'est très important. Ces fameux instituts supérieurs d'enseignement professionnel vont jouer un rôle clé dans la création de cadres, dans la formation de cadres qui est très très performant, qui puissent tout de suite être opérationnels au niveau des usines et de l'économie nationale. Et je pense que c'est l'adéquation, encore une fois, entre les besoins du Sénégal à long terme, dans les 5, 10, 20 prochaines années, qui doit orienter les filières dans ces universités-là. Et il faut commencer très tôt, il faut commencer au niveau du primaire pour favoriser l'enseignement des mathématiques aussi et des sciences. Il faut aller au niveau secondaire, commencer très tôt à intéresser les enfants à la science, à la technique, aux mathématiques, aux sciences de l'ingénieur. Ensuite, dès la troisième, il faudrait que les enfants soient aussi vraiment poussés plus vers des filières scientifiques et techniques et vers des filières de technologie et de formation professionnelle. Mais, comme vous l'avez dit, ça demande des moyens. Il faut beaucoup de professeurs de mathématiques. On a très peu de professeurs de mathématiques. Il faut beaucoup de professeurs de physique, de sciences. À ce moment, je me demande s'il ne faut pas même faire une discrimination positive justement pour les professeurs devant enseigner ces matières-là. Parce que ça me paraît stratégique pour notre pays. Beaucoup de pays l'ont fait. Ils ont fait des décennies de sciences. Vous savez, le Sénégal, en certains mois, exporte beaucoup de professeurs de mathématiques en Côte d'Ivoire, au Gabon, dans certains pays. Et je pense que si on donnait des bourses aux étudiants qui sont en sciences, des bourses spéciales, si on donnait des bourses spéciales aussi aux doctorants en mathématiques, aux professeurs de mathématiques, de sciences physiques, de chimie, de biologie, moi je pense que dans les 10-20 prochaines années, on pourrait inverser cette tendance-là. Autrement, si on continue le système tel qu'il est, notre université va être formée des gens qui ne sont pas en déphasage complet avec la demande de notre pays, de l'industrie, de la société, de l'administration, mais en fait,
on rate là une occasion peut-être de créer des entrepreneurs, de former des entrepreneurs. On rate peut-être l'occasion de créer, de former des gens qui pourraient prendre à bras le corps notre développement économique et social. Serigne Gueye Diop, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Nous parlions avec vous du développement du pays, de l'enseignement supérieur et professionnel, comment faire créer une adéquation entre l'enseignement que nous avons au Sénégal et les besoins du Sénégal, de l'agriculture. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.